Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle preview d'une soirée de l'UFC à Atlantic City cette semaine. Devant un public d'ailleurs, ça fait du bien de quitter l'Apex un petit peu. Je le répéterai jamais assez, mais les Fight Night devant un vrai public, c'est toujours des moments de qualité et je suis content que cette carte en bénéficie, surtout qu'on a une combattante française dans le main event, mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Ce n'est pas la carte de l'année, loin de là. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de combats qui m'intéressent vraiment. On paye un petit peu la programmation très chargée des UFC 299 et 300, et le contre-coup d'avoir des pay-per-view d'aussi grosse qualité, c'est qu'on doit regarder quelques cartes un petit peu moins denses. Cela étant, comme dans toutes les soirées, il y a des combats intéressants et on va en parler, mais comme vous l'avez compris, il y a un combat qui va un peu plus nous intéresser que les autres, mais ça, c'est pour la fin. Donc pour l'instant, on commence par la carte préliminaire et un combat entre Victoria Dudakova et Melissa Gatto. C'est un combat qui peut sembler quelque peu anecdotique, mais j'ai déjà dit tout le bien que je pensais de Victoria Dudakova. Elle est jeune, elle est technique, elle manque peut-être encore un petit peu de force, mais ça viendra. Ce qui va mieux fonctionner pour elle cette fois-ci selon moi, c'est qu'elle galérait à faire le poids chez les strawweight et la décision a été prise de monter chez les poids mouches cette fois-ci. On verra si ça affecte son niveau, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un petit peu moins de souffrance dans les jours menant au combat. Pour l'UFC 294 par exemple, elle avait reté la pesée et c'était assez clair que ça l'avait très entamé physiquement. Melissa Gatto en face, c'est pas une adversaire facile pour une montée de KT, son palmarès ne reflète pas vraiment son niveau, elle est tombée d'une mauvaise côté d'une décision partagée discutable contre Ryan Lipski, qui est une bonne combattante. Il faut faire attention pour Victoria, mais je pense qu'elle est au-dessus sur le papier. Attention à ne pas se faire emmener au sol trop facilement et il va falloir faire parler la qualité en pied-point qui est largement supérieure de son côté. Je vais pronostiquer Victoria par décision parce qu'il y a quand même ce déficit de puissance, mais voilà ce que j'en pense. Deuxième combat qui m'intéresse sur la carte préliminaire, c'est Anton Turkalj contre Ibo Aslan. C'est les débuts du Turc à l'UFC après son passage au Contender Series et pour la petite anecdote, les deux combattants se sont déjà affrontés au Brave en 2020 et Anton avait remporté le combat par soumission. Cependant, ce ne sont plus les mêmes combattants et il s'est passé des choses en 4 ans. Anton est le genre d'athlète qui n'a pas vraiment progressé depuis qu'il est à l'UFC. À sa décharge, il a affronté quelques gros adversaires, mais ses performances ne sont vraiment pas bonnes. Il a 3 défaites en autant de combats dans la promotion et il n'a pas montré grand chose. Contre Victor Petrino, il a eu l'air complètement perdu dans la cage et c'est vraiment un combat où je me suis demandé ce qu'il faisait là. Contre Tyson Pedro, il n'a même pas vu le jour, mais de son côté, Ibo Aslan, je trouve qu'il a affiné son style ces dernières années. Ce n'est pas la seconde venue de John Jones loin de là, mais il sait ce qu'il fait. Grosse pression, beaucoup de puissance dans les mains et c'est un bulldozer. Il avance tout droit et généralement si ça touche, c'est bonne nuit pour l'adversaire. Ce n'est pas un combattant très technique et ceux qui aiment le striking propre et lisse risquent de ne pas y trouver leur compte, mais en tout cas, je pense qu'on peut s'attendre à des feux d'artifice. Surtout, il a la confiance de son côté, il reste sur 4 finishes au premier round, Anton reste sur 3 défaites et s'il perd ce week-end, il sera probablement licencié de l'UFC. Tout ça joue sur le mental, il a 27 ans et il sait pertinemment que c'est sa dernière chance et qu'après ça, la porte se fermera sûrement à tout jamais. Donc, dans ces circonstances, quand un Turc déterre de 100 kg te fonce dessus, c'est pas franchement simple à gérer. Je pense qu'Ibo va le mettre KO au premier round, je ne vois pas en lui un futur très grand combattant, mais il a quelques belles guerres à nous offrir, je n'en doute pas, donc je mise sur lui ce week-end. On passe à la carte principale et au combat qui oppose Cédric Dumas à Nursultan Ruziboev. Je pense que Ruziboev est vraiment très bon, ce qui n'est pas le cas de Dumas d'ailleurs. Je pense que Cédric a affronté une opposition très faible et que même en remportant 2 combats, il n'a jamais proposé grand chose, et essentiellement du contrôle stérile au sol. Sur les pieds, il est un peu lent et il n'est pas au niveau technique sans vouloir lui manquer de respect. Il a remporté des combats uniquement parce que chez les poids moyens, il y a des mecs qui n'ont rien à faire à l'UFC. Ce qui est assez ironique d'ailleurs, puisqu'une de ses victoires a eu lieu contre Cody Brundage qui va, on le rappelle, combattre sur la carte principale de l'UFC 300. Nursultan Ruziboev, poids moyen ouzbek avec beaucoup d'expérience, complet, et sa victoire contre Bruno Ferreira a vraiment bien vieilli. Avant l'UFC, il combattait à l'Octagone, la promotion kazakh, dont on a de plus en plus de combattants signés. Je pense d'ailleurs qu'il y a un nouveau scout dans le coin ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, Nursultan peut striker, il est bon au sol et il a un gros bagage technique et beaucoup d'expérience. Honnêtement, je le vois mal perdre contre Cédrico et Dumas et je vais pronostiquer une soumission au deuxième round. C'est pas un très gros poids moyen cela étant, je ne serais pas surpris qu'il puisse faire le poids chez les poids welter s'il se fait un petit peu plus de mal. Avant de passer au co-main event, je veux juste dire rapidement que j'espère que Chris Weidman prendra sa retraite ce week-end. 39 ans, ancien champion du monde, il n'a plus rien à prouver et il a eu l'air complètement dépassé contre Brad Tavares. Il devrait se concentrer sur le taf qu'il fait aux côtés de Ray Longo et Matsera et j'espère que c'est sa dernière sortie ce week-end. Mais passons plutôt au co-main event, ce combat opposant Vicente Luque à Joaquin Buckley. Ça devait être un combat entre Luque et Sean Brady, mais ce dernier a dû se retirer. J'ai beaucoup de respect pour Buckley. Il avait été très cool avec les fans lors du premier UFC Paris et il accepte souvent des combats en short notice. Mais une fois que cela est dit, et avec tout le respect que j'ai pour lui, même avec un camp complet, je n'aurais pas parié sur une victoire pour lui. Il y a des combattants dont on a le sentiment qu'on a très clairement aperçu le niveau et les limites, et Joaquin en fait partie. La recette pour le battre, on l'a vu plusieurs fois, le laisser s'exciter et foncer sur soi
avec son striking un petit peu brouillon et lui caler un crochet pour éteindre son menton qui n'est pas bien solide par moment. Chris Curtis l'a fait, Kevin Holland l'a fait et Nassourdine a essayé de le faire et a bien failli le finir aussi. Lichun Teluke, c'est aussi quelqu'un dont on a un peu aperçu les limites, mais le plafond de verre est bien plus haut pour lui. C'est bien qu'il reprenne du rythme parce qu'on l'a vu contre Rafael dos Anjos que même s'il a gagné et même s'il n'a pas été trop inquiété, il était loin d'être impérial. Donc c'est une bonne chose qu'il reprenne un peu son rythme de combat, fini de faire des pauses d'1 an entre deux sorties. Il faut enchaîner maintenant. Il a 32 ans dans la force de l'âge et une victoire convaincante contre Buckley ferait du bien. Pour moi, il a largement de quoi le mettre KO, ça fait quelques années qu'il n'a pas remporté un combat par KO d'ailleurs, là c'est le bon adversaire pour reprendre cette vieille tradition. Donc je vais pronostiquer Luque par KO à la fin du premier round, je crois qu'il est simplement meilleur que Joaquin et qu'il va le montrer. On passe au combat principal, le combat qui nous intéresse du côté français, c'est cette opposition entre Erin Blanchfield et notre combattante Manon Fiorot. C'est une demi-finale mondiale et je sais que ça fait plusieurs fois qu'on le dit pour Manon, mais j'ai du mal à imaginer la vainqueur de ce combat faire autre chose que combattre pour la ceinture la prochaine fois. Premier main event pour Manon et devant un public, ce qui est encore plus important, ce n'est pas un combat dans un Apex obscur, mais bien un vrai main event devant une vraie foule, et ça c'est très cool pour notre française qui mérite bien ce genre de récompense. Après, on va pas faire de langue de bois, c'est surtout pour Erin Blanchfield que l'UFC fait cet effort, car elle est la nouvelle coqueluche de la promotion, et si on est complètement honnête, l'UFC a très envie que ce soit elle qui gagne. Ça ne changera pas le résultat du combat, mais c'est important de le préciser parce que ça explique une partie de pourquoi Manon met autant de temps à obtenir un combat pour la ceinture. Du côté de l'UFC, on a Alexa Grasso qui est tombée du ciel au milieu d'une tentative de reconquête du marché mexicain, et puis on a Erin Blanchfield qui est jeune et qui plaît aux fans américains. Donc Manon se retrouve un peu au milieu de tout ça, et rapidement ses seuls arguments sont sportifs, ce qui devrait suffire, on se l'accorde, mais on sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Donc Manon doit prendre la longue route pour obtenir un combat pour la ceinture. Lorsqu'elle a battu Katlyn Chookagian, cette dernière était déjà numéro 1 mondial, mais il a fallu battre Rosa Mayunas, et maintenant, il faut battre Erin Blanchfield. Donc, qu'est-ce qui est important de regarder pour ce combat? Déjà, le plus important pour commencer, c'est un 5 rounds. Ce n'est pas une première pour Manon qui a déjà fait 5 rounds complets à l'EFC à l'époque, mais ça commence à remonter et ce n'était pas vraiment face au même niveau d'opposition, donc on peut supposer que c'est un peu comme si c'était une première fois pour toutes les deux. Erin a déjà été dans un main event, mais ça s'est fini au second round, donc on n'a pas pu voir ce qu'elle donnait en 5. Il faut prendre cette durée du combat en compte parce que selon moi, il y a des grandes chances que cet affrontement aille à la décision, et pour le coup, on a vu Manon ralentir contre Rose, et même si elle s'était beaucoup fait toucher et qu'elle était ouverte, c'était un petit peu inquiétant sur le moment. Pour relativiser ce problème quand même, il y avait eu 1 an d'absence et peut-être que le rythme n'était pas simple à retrouver, mais on a vu quelques failles de ce côté-là sur un 3 rounds. Là où du côté d'Erin Blanchfield pour le coup, je dois dire que son arme principale est peut-être sa capacité à maintenir un rythme élevé sur la totalité d'un combat. Est-ce que ça va changer sur 25 minutes? C'est possible, mais pour le coup, on n'a rien aperçu qui pourrait le suggérer. Je vais décrire Erin Blanchfield un peu similairement à ma description que j'avais faite de Merab il y a quelques temps, même s'il y a évidemment beaucoup de distinctions à faire. Mais Erin cherche à imposer un gros rythme, elle veut lutter en chaîne, et comme Merab, je crois que ce n'est pas très important de savoir si c'est takedown pass ou pas. Ce qu'il importe, c'est de submerger et d'étouffer l'adversaire. On l'a vu contre Santos par exemple, Taila a défendu tous les takedowns, mais elle s'est faite submerger et elle n'a pas réussi à vraiment imposer son jeu et à rentrer dans le combat. Erin ne lui a pas laissé le temps de retrouver ses repères et elle a remporté une décision logique. Pour elle, l'enjeu va être de fermer la distance avec Manon, ce qui ne va pas être simple, et d'essayer de lui imposer son rythme. Ce que je dirais sur notre française, c'est qu'elle a une bien meilleure défense de lutte que beaucoup de personnes veulent bien lui accorder, et surtout, elle a de bons balayages elle-même. Si vraiment il faut se mouiller la nuque, elle le fera. On l'a vu contre Jennifer Maia dans le 2e round par exemple. Ce que je veux dire par tout ça, c'est qu'on n'est pas vraiment dans un combat classique entre une strikeuse et une lutteuse, parce que Manon a prouvé qu'elle avait une palette bien plus large que ça. Surtout, il va y avoir une dimension physique très importante selon moi. Manon lui met presque 10 cm et d'une manière générale, elle est plus bâtie qu'Erin, ce qui va être important parce que beaucoup des takedowns de Blanchfield partent d'une saisie au corps et pas aux jambes, ce qui va être un peu plus difficile à faire passer contre une adversaire plus grande qu'elle. D'ailleurs, c'est déjà un peu ce qu'on a vu contre Santos qui est similaire physiquement à Manon et elle n'a pas réussi à l'emmener au sol. Est-ce qu'on sait quelque chose qu'elle a ajusté entre temps? C'est possible, mais là je réfléchis avec ce qu'on a sous le coude. Ce qui est certain en revanche, c'est que sur les pieds ça ne va pas être simple pour Erin. Loin de moi l'idée d'être réducteur avec ce qu'elle sait faire dans l'exercice, mais je la trouve très limitée en striking. Contre Jessica Andrade qui est sortie de son canapé 3 jours avant, elle a mangé quelques comptes qui auraient sérieusement pu la mettre en difficulté. Je crois qu'elle fait un petit peu trop confiance à son menton, mais contre Manon, elle va prendre beaucoup de coups simplement en essayant de fermer la distance. Et les kicks latéraux par exemple, ça ne va pas être marrant, et je pense que pour le coup, au niveau stylistique, Manon représente un nouveau niveau d'opposition pour Erin qui va peut-être lui faire un petit peu drôle. Ce n'est pas un combat simple à prédire, vous l'aurez compris, parce que même si je veux pas tomber dans le patriotisme aveugle, j'ai le sentiment qu'on en fait beaucoup pour pas tant que ça autour d'Erin Blanchfield. Évidemment, elle fait partie des meilleures de la division, mais je trouve qu'elle a aussi bénéficié de pas mal de circonstances favorables. Je pense sincèrement que Manon gagne ce combat par décision, mais comme à chaque fois vous le savez, il y a le cœur et la tête, et même si j'essaie de séparer les deux, je ne vais pas prétendre que mon jugement est impartial car il ne l'est jamais vraiment.
forcément. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel combat vous attendez ce week-end? Quel dénouement voyez-vous pour ce main event? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En attendant les amis, likez et abonnez-vous si ça vous a plu et nous on se reparle très vite. Salut tout le monde, prenez soin de vous, n'oubliez pas la Ligue Verdict et ciao.